Ces journées, c'est la 6e année qu'on les fait au niveau de Parole de résistance citoyenne. C'est le 3e thème que l'on prend pour cette année, avec donc les femmes, le travail des femmes auprès du corps humain. La prochaine, au mois fin juin, ça va être les ouvriers d'usine, là aussi des personnes qui sont souvent invisibles, qui sont sans voix, et que l'on est en train d'interroger depuis plusieurs mois, et qui tout d'un coup parlent des heures, parce que jamais on ne leur donne la parole, et demain déjà on commence à filmer ce qu'ils nous disent, et donc au fin juin ça va être aussi une journée qui est importante, parce que si on ne s'écoute pas nous, ben jamais on ne pourra parler face aux personnes qui n'ont absolument rien à faire de nous, qui nous dédaignent. Et pour ne pas être dédaigné, il faut savoir se connaître et pouvoir oser parler. Donc ça, c'est pour la prochaine fois. Tout ce que l'on fait, on le fait évidemment totalement bénévolement. Mais ce n'est pas parce que c'est bénévole que ça ne prend pas une certaine somme d'argent. Nous avons décidé cette année de ne demander absolument aucune subvention à personne pour des raisons que je peux vous expliquer en 30 secondes. L'an passé, nous en avions demandé, et à Jeunesse et Sport, qui nous l'a accordé, mais qui nous l'a accordé 6 mois après que nous ayons fait le boulot. Et ça, je trouve que ça aussi, c'est du dédain. Et qu'à partir du moment où l'on essaie de travailler, d'expliquer, de comprendre des choses qui ne vont pas, eh bien, on a besoin d'une certaine liberté. C'est pour cette raison qu'on ne demande aucune subvention. Mais, comme je vous l'ai dit, bon, on a aussi besoin d'argent. À la fin de cette soirée, il y aura 2 corbeilles de placés. Ceux qui peuvent mettre quelque chose dedans, ça servira à continuer ces journées de parole des résistances. Ceux qui ne peuvent pas, ne donnent pas, c'est pas grave, on n'est pas là pour vérifier, pour surveiller quoi que ce soit. On ne met pas un prix d'entrée parce qu'on sait que ce n'est pas toujours possible, qu'il y a des personnes qui en ont pas. Mais vraiment, si vous pouvez, et si, surtout, au-delà du pouvoir, si surtout, vous pensez que ces journées de réflexion où on est tous ensemble peuvent amener quelque chose, sont importantes parce que c'est de l'éducation populaire, eh bien, allez-y, mettez quelque chose. Parce que, honnêtement, moi, je trouve que en 30 secondes aussi, quand on a commencé il y a une dizaine d'années, on était 5-6 sur la Charente, on a commencé à se poser des questions sur des sujets dont on ne parle jamais. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que l'égalité? Qu'est-ce que c'est que la fraternité? On avait un projet de faire un projet de vie du 21e siècle. Bon, on a arrêté ça parce que quand on n'est que 5 ou 6, c'est pas suffisant. Et là, on a lancé nos paroles de résistance citoyenne et peu à peu, il y a un certain nombre de personnes. Donc c'est ça qui est important. Et voilà, donc si vous voulez donner tout à l'heure, n'hésitez pas. Je laisse la parole à Jacqueline, de Femmes Solidaires, qui a préparé, qui va vous expliquer un petit peu mieux tout ça. J'ai rien préparé du tout. Non, non plus. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les copines qui vont jouer sont des copines toutes de l'équipe Femmes Solidaires, qu'il faudra être sympa avec elles, hein, parce que c'est pas évident d'apprendre, de travailler ou d'apprendre en même temps un texte. Je crois qu'elles se sont mises chacune, elles ont tout plein investi le personnage qu'elles vont jouer. Et je crois que Yann l'a dit, il n'y a pas une parole inventée. On est vraiment que sur des témoignages que des femmes ont dites. Alors des femmes qui travaillent dans le soin. Alors je dis qu'ils travaillent avec un salaire ou pas de salaire, puisque dans ce théâtre-là, il va y avoir une mère de famille. Hein, et ça pose aussi la question d'une mère de famille, travail pas rémunéré, est-ce que c'est bien normal? Donc c'est autant de questions qu'on voulait soulever. Alors nous, ce qui nous paraissait important de dire, c'est que les femmes qui travaillent dans le soin, elles sont, entre guillemets, quelquefois heureuses de ce travail-là
et la solidarité syndicale ou ailleurs s'exerce vraiment pour tout le monde, pour toutes les copines, y compris celles à qui on dit si tu vas voir le syndicat, demain on prendra quelqu'un d'autre. Hein, parce que ça arrive aussi souvent. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle Femmes Solidaires, on s'est investi dedans. C'est vraiment cette nécessité de solidarité avec ces femmes qui font des boulots qu'elles considèrent et puis que tout le monde considère comme importants, mais qui en même temps sont complètement frustrants pour elles et souvent très frustrants pour les personnes à qui elles donnent le soin. On l'a vu tout à l'heure dans le théâtre forum. Hein. Voilà, j'avais rien d'autre à dire. Et beaucoup d'indulgence pour les copines de Femmes Solidaires qui jouent. Regardez pas. Vous ne les voyez pas. Ce sont les invisibles. Elles vont couper, toujours couper, sur une chaussure à lacer, une plaie à nettoyer, une cuillère de soupe à donner, un derrière à nettoyer, une couche à changer. Il y a celle qui s'occupe des tout-petits. Il y a celle qui s'occupe des plus vieux. Celle qui va chez un usager. Celle qui va chez un client. Celle qui va chez un patient. Ce sont presque les mêmes gestes. Ce sont les anonymes, les femmes de soins, femmes de service, service à la personne, service ou servitude. Serviable cependant. Il le faut bien. J'aime bien mon métier. Même après 30 ans, j'ai toujours voulu soigner. J'ai toujours aimé les enfants. J'ai travaillé longtemps dans une entreprise d'imprimerie et quand j'ai été licenciée, il fallait me reconvertir. J'ai passé des tests, on a vu que j'aimais ça, les relations, aider, et alors on m'a orienté vers ce métier d'auxiliaire de vie. Je voulais travailler en milieu médical. Ça a vraiment été mon choix, car c'est un métier de relations, de soins. Je voulais être utile. J'avais encore mes papiers. Il m'a fallu 2 ans pour les avoir. C'est une association qui m'a aidée. Femmes Solidaires. Michel et toutes les autres. Oh, Michel, c'est ma deuxième maman. Je voulais travailler, m'intégrer. C'est pas un métier, c'est une profession. Un jour, tu tombes dedans. J'ai
J'étais dans une période de trou économique, je me retrouvais sans rien. J'ai répondu à une petite annonce. Bar, cherche, hôtesse. Je savais ce que ça voulait dire. Moi, je suis mère de famille. Alors, c'est bien connu, je travaille pas. Mon gamin, quand il est rentré de l'école, il m'a dit comme ça, hé, pourquoi tu travailles pas, toi? Et chaque année, à chaque rentrée scolaire, chacun de mes enfants m'a renvoyé cette image. Toi, tu travailles pas. Et j'ai eu 7 enfants. Alors, vous imaginez le nombre de fois que j'ai entendu ça? Au début, je voulais faire médecine. Mais vous savez, le nombre d'années d'études. Et puis, il n'y avait pas de fac à Angoulême. Il fallait m'exiler à Bordeaux, loin de ma famille. Alors, j'ai laissé tomber les études. Mais j'ai quand même trouvé un métier en rapport avec les soins. Je soigne les bobos. J'ai fait un stage dans une maison de retraite et j'ai vu que ça me plaisait bien. Au début, ça ne me déplaisait pas, l'aide à domicile. Mais la formation a été bâclée. 4 jours. Et on t'envoie te débrouiller toute seule, avec quelquefois des cas très difficiles. Une personne Alzheimer ou amputée, et t'as jamais fait ça. Moi, j'ai eu 9 mois de formation avec un diplôme au bout, et puis 3 stages d'observation, et surtout une tutrice formidable. Sa méthode, c'était tu regardes, je fais et tu regardes, et ensuite tu fais et je regarde. La première fois que j'ai approché le poisson, parce que faut l'intéresser le client, hein, faut le suivre dans son discours. T'as un quart d'heure pour qu'il passe du bar à l'étage. Une copine m'a dit, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. C'était un compliment, je l'ai pris comme tel. C'était la première fois de ma vie qu'on me faisait un compliment. Moi, j'ai été auxiliaire de vie pendant 5 ans. Maintenant, je suis aide-soignante. Plus tard, dans 2 ans, quand mes enfants seront grands, je reprendrai des études pour être infirmière. Faut pas croire les préjugés. Les prostituées, ce sont des feignantes. Elles n'ont rien d'autre à faire qu'à se coucher. Ben non. Faut être bosseuse, courageuse, avoir de la répartie, du brio. Bah, moi, déjà, quand j'étais gamine, je m'occupais de mes petits frères plus jeunes. Alors, on retrouve les gestes. Ça ne s'apprend pas. Moi, j'ai fait une formation dans un institut de formation. Puis, j'ai fait plusieurs stages. Et j'ai obtenu mon diplôme d'aide-soignante en gériatrie. Je voulais travailler dans un service à l'hôpital, mais je n'ai trouvé de place qu'en EHPAD. Et là, le travail n'a rien à voir avec tout ce que tu as appris durant ta formation. Le problème, c'est les horaires. Surtout quand on a les enfants, c'est toujours trop tôt ou trop tard. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est épuisant, ça change tout le temps. Tu peux faire 4 nuits d'affilée et ensuite 3 semaines le matin. Ou bien faire 7h, 13h, puis reprendre de 17h à 21h. Alors forcément, la vie de famille en prend un coup. Hein. C'est vrai, on est corvéable à merci. Il n'y a pas de planification mensuelle. On te change tes plannings tous les jours. Et si tu refuses, on te baisse le nombre d'heures du contrat. Tu passes à 95 heures au lieu des 104 de la convention collective. On te bip en plein travail pour te donner de nouvelles instructions. C'est compliqué, parce que c'est variable. Ça peut être de 120 heures à 150 heures, selon la décision de la direction, et des organisations différentes de planning, suivant les semaines. On ne s'occupe pas de savoir si on a des enfants. C'est vrai que les journées sont toutes découpées. Et de fait, on n'a pas le temps de faire grand-chose pendant les trous. Oh, les journées sont découpées, mais les nuits aussi. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui ait une otite ou la rougeole. Moi, j'arrive la première pour l'accueil de la garderie avant la classe. Après, il y a la surveillance de la dernière classe, la cantine, faire manger des tout petits. Bien sûr, tout le ménage qui va avec. Après, les activités périscolaires. Et à nouveau, la garderie jusqu'à 19h.
même s'il y a des trous, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Pour exemple, à 5h45, je me lève, je fais ma prière et je prends ma douche. À 6h30, je lève les enfants. On déjeune ensemble. À 7h, je les amène à l'école. À 8h, je suis au boulot. À 12h30, je rentre, je prépare pour le soir. À 17h, je les récupère. Jusqu'à 17h30, on fait les devoirs. Je retourne travailler de 18h à 21h. De loin, je vérifie par téléphone ce que font les enfants. Ils doivent prendre leur repas à 19h30 et au lit à 20h15. Et moi, je rentre à 21h. Et comme ils n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'ils n'ont pas le même âge, et en tout cas pas au même moment, comment tu fais? Hein? Maman, je veux mon maman. Maman, j'ai faim. Je vais te préparer un petit biberon. Maman, elle m'a fait mal. Maman, c'est pas vous discuter trop de ça. Commencez pas. Non. Maman, on peut regarder un dessin animé? Oui. Ah non, j'ai regardé 3 dessins. J'ai pris ça sur Maman, un câlin. Ah, bon, le câlin, j'arrive, mais j'ai aussi autre chose à faire. Écoute, mon petit, pourquoi tu continues à faire des dans ta couche? C'est bizarre. Maman, il a pris mon jouet. Non, mais c'est super. Le petit, tu ne peux pas tout discuter. Maman, j'ai rien fait. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, se garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça lève près tes jours, ça fait de petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gire. Ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça canne des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère se confine au bercail, c'est pris comme un aïeux dans le fruit de ses entrailles. Organiser mon planning sur les après-midi jusqu'à 20h. Et je travaille un week-end sur 2. Tu vis des vies parallèles. Tu peux être à la maison le jour, t'occuper de tes enfants, faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis le soir, tu te prépares. Les dessous, le maquillage, pour être l'autre. J'ai fait vivre ça à mon mari pendant 11 ans, sans que jamais on arrive à en parler. Mais je travaillais pas le dimanche. Pourtant,
Pourtant, je ne suis pas croyante. Pendant 22 ans, j'ai été spectatrice de ma vie. C'est vrai que ça oblige à être souvent baissé, les petits. Alors le dos se fatigue. Oh, il y en a beaucoup qui ont mal au dos. Oui, et puis, quand il faut faire 3 repas par jour, puis le ménage, puis faire les courses, puis le repassage, puis le lavage, et ça même pendant les vacances. Enfin, les vacances, je peux parler de celles des enfants, parce que toi, tu n'en as jamais. Hein. Et même quand tu es enceinte, tu n'as jamais le temps de souffler. Le travail, c'est beaucoup de caca, de crachats. Se confronter au corps des personnes âgées, c'est pas facile. Chez nous, l'intimité, c'est tabou. La vieille femme que je dois changer, elle pourrait avoir l'âge de ma grand-mère. Je n'ai jamais vu la nudité de mes grands-parents. C'est un travail très physique. Il faut apprendre les bons gestes pour ne pas se faire mal. Ah oui, c'est un travail difficile, physiquement difficile. Soulever les gens pour les changer, même s'il y a les verticalisateurs, c'est débrouiller tout seul, c'est pas évident. À la Croix-Rouge, dont je dépends, quand il y a un handicap lourd, on travaille en binôme. On nous propose des stages pour mieux gérer les postures. Et on a des chaises adaptées pour donner à manger aux petits. On se fait mal à soulever les gens. Faudrait être 2. Il y en a beaucoup qui ont mal aux épaules, au dos. Mais à la DMR, on est la dernière roue de la charrette. Il y a beaucoup d'absentéisme et pas forcément de personnel de remplacement. Du coup, le travail retombe sur celles qui restent, qui fatiguent d'autant plus. Moi, ça va, je tiens encore, mais il y en a qui sont à la limite du burn-out. Tu peux pas tout faire en 30 minutes. Tiens, imagine un peu. J'ai à m'occuper d'une personne qui est lourdement handicapée et qui parle pas bien français. J'y vais pour la faire manger. Et voilà qu'elle a envie de faire. De faire? Ah! Bon, je dois la verticaliser, l'attacher avec une ceinture pour qu'elle tombe pas une fois debout, baisser sa culotte, l'asseoir sur son siège. Tu mets en route le micro-ondes pour réchauffer le repas. Et après, si tu attends de l'avoir redressée, rhabillée, t'as plus le temps de la faire manger. Alors soit elle mange pas, soit elle mange sur son siège. 30 minutes, c'est pas faisable. La rapidité, c'est à la limite de la maltraitance. Souvent, on est obligé de bâcler la toilette. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont des rougeurs sous les bras. Tiens, ma copine auxiliaire de vie, elle doit faire entre 13 et 15 toilettes le matin. Vous imaginez un petit peu? Les soins à la chaîne, c'est de l'usinage. Alors à 7h30, on les sort du lit, fatigués ou pas, on ne les change pas. On enfile les bas de contention, mais sans leur laver les pieds pour les emmener déjeuner. Et là, vite, 13 minutes maxi par repas. Pour les douches, c'est au mieux une fois par semaine, voire toutes les 3 semaines. Ben finalement, faut pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. Hein. Les gamins, on leur dit toujours traîne pas, bouge-toi. Ben, les personnes âgées, c'est pareil, on leur dit traîne pas, bouge-toi. Hein. On a une fiche mission avec le nom de la personne, l'adresse, le numéro de téléphone. Pour une, ça peut être le change, la toilette du matin. Pour une autre, ça va être préparer le repas. Pour une autre encore, ça va être le coucher, mettre en pyjama. Si la personne a des escarres, on prévient l'aide-soignante. Tout est très strict. On ne doit pas donner de médicaments, sauf s'ils sont dans le pilulier. Et on peut couper les ongles des pieds ou des mains, ou des pieds, pardon. On peut couper les ongles des mains, mais pas ceux des pieds, à cause des risques de blessures si la personne est handicapée. Alors nous, maintenant, on essaye de changer les couches le moins souvent possible. Eh ben, faut faire des économies, hein. Il y a des restrictions sur le personnel et aussi sur le matériel. Alors, on ne change la couche que si elle est bien pleine. Hein.
On doit faire une fiche sur chaque mission. Mais on n'a pas toujours le temps. Alors, quelquefois, on n'a même pas le temps de manger entre deux clients. On nous oblige à dire client. Nous, on parle d'usagers. Et puis, on fait une réunion tous les 15 jours pour mettre en commun les problèmes que l'on rencontre. On n'a pas de réunion. On se rencontre même plus au bureau, hein, parce que tout se passe par instruction par le smartphone. Tu dois laisser ton smartphone allumé de 7h à 22h. On peut te biper à n'importe quelle heure. On s'est battu contre ça. Hein. On n'a pas à être corvéable de la merci. Vraiment, en plus, le beeper, c'est stressant. Et puis, on ne peut jamais rien prévoir pour soi. Un rendez-vous, le coiffeur, on nous appelle à n'importe quel moment. On ne s'occupe pas seulement de personnes très âgées. On s'occupe aussi d'enfants malades ou de personnes handicapées. Si les 30 minutes ne sont pas suffisantes, on prévient notre administration et la personne paiera un supplément si nécessaire. C'est le travail à la chaîne, on n'a jamais le temps de souffler, on se démène. Au travail à la chaîne, tout le jour à la peine, on doit courir du matin au soir. Si t'as la peine, tu pourras peut-être t'asseoir. Ce travail à la chaîne a perdu son sens, son humanité et te malmène. Au travail à la chaîne, tu vis la double peine de faire vite et de faire mal, et ça te gêne, parfois jusqu'au désespoir. Quand t'entends sonner le bip, c'est que tu dois encore accélérer. Et si tu ne réponds pas vite, et si tu ne réponds pas vite, quand t'entends sonner le bip, c'est que tu dois encore accélérer. Et si jamais tu te rebiffes, à l'amende tu seras collé. Pas le temps du bavardage, pas le temps de discuter. T'as 5 minutes pour faire une toilette, n'essaie pas de regimber. 3 minutes pour un change, tant pis si c'est mal fait. Les vieux n'ont plus la force de protester, alors pourquoi se gêner? Tu ne dois pas avoir de lien avec le client. Pas dire où on va, où on habite. À la campagne, c'est idiot parce que tout le monde se connaît. Moi, je m'occupe d'une vingtaine de personnes différentes. Mais ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Il y en a qui se plaignent, hein. Je veux dire les clients. Ils se plaignent de ces changements continuels. Il y a même une dame qui m'a dit un jour, j'aurais montré mon cul à tout Châteauneuf. Et ne pas s'attacher, ça nous protège aussi. À la maison, tu as ta famille, tes amis. Dans l'autre espace, ce sont des connaissances. Entre les deux, pas de passage, pas d'aller-retour. Il y a un mur infranchissable. Jamais une connaissance ne pénétrera l'autre lieu. On s'y attache quand on a les 3-5 ans. On ne peut pas ne pas s'y attacher. Quelquefois encore, ils reviennent nous voir quand ils rentrent à l'école primaire. Bien sûr, après, ils nous oublient. Ben, la maison, par exemple, hein. C'est la niche, c'est la ruche, c'est le foyer. Bon, bien sûr, un jour ou l'autre, ils partiront les uns après les autres, c'est la vie. Mais moi, j'y pense pas encore. Et de toute façon, j'ai trop à faire au jour le jour. J'aime mieux être à domicile. On sait qu'on est attendu. Travailler en maison de retraite, c'est pas la même chose. À domicile, les gens aiment bien que ce soit une femme qui vienne chez eux. Même les hommes préfèrent que ce soit une femme. Ah ben ça c'est sûr que nous, on n'a plus le temps de s'occuper du relationnel. On peut même plus répondre aux coups de sonnette. On est toujours à courir. Moi je dois bien faire 12 km par jour à courir dans les couloirs. Hein. Par chance, moi je suis pas loin de mon lieu de travail. On fait des kilomètres inutiles, et toujours avec le
le minutage qui vous pousserait presque à avoir un accident. Oui, moi, en tout cas, j'ai jamais compté mes pas dans ma journée. Hein. Mais quelquefois, le soir, j'ai les jambes enflées. Certaines personnes sont attachantes, gentilles, agréables. Mais d'autres, acariâtres, chiantes, quoi. Oh, et même agressives. Ceux ou celles qui sont alvéolaires, on ne sait jamais comment ils vont se comporter. Ils peuvent être agressifs et c'est pas rassurant. Il y a de plus en plus de personnes lourdement dépendantes. Et pour celles atteintes d'Alzheimer, il faudrait un personnel soignant pour une personne malade. Mais on est loin du compte, donc forcément, elles sont source de perturbations. Certaines personnes âgées sont racistes. Il y a un vieux monsieur qui n'avait pas voulu que je m'occupe de lui parce que je suis noire. Je suis fière de ce que je suis. Je lui ai dit, c'est vous qui avez besoin de moi, moi je n'ai pas besoin de vous. J'ai averti la direction, ils lui ont assigné une autre soignante. Notre présidente, elle dit sans complexe qu'elle engagera pas de noirs, pas d'hommes et pas d'handicapés. Pas d'hommes parce qu'ils se laissent moins faire. Avec les enfants, on a des petits bonheurs tous les jours. Parfois, les parents savent nous dire que leurs petits se sentent bien avec nous. Ça fait plaisir. On peut aussi conseiller de jeunes parents un peu anxieux, perdus. On se sent utile. C'est quand même un métier de relation. On entend des récits de vie. C'est enrichissant. Faut pas se lier. Mais les gens, ils ont besoin de parler. On gagne un peu plus que le SMIC et avec un 13e mois. Et les week-ends sont majorés. Moi, je ne me plains pas de mon salaire. À cause des congés, comme les enseignants. 1 200 € par mois. Parce que c'est étalé sur les 12 mois. En EHPAD, les salaires, ça stagne proche du SMIC. Et il y a beaucoup de petits contrats ou de contrats courts. Du coup, c'est difficile de réclamer. Il y a toujours la peur de ne pas être reprise. Moi, ça va, je suis en CDI. Je gagnais plus en une passe ou une nuit qu'en un mois dans ma boîte d'électronique. Ça me donnait un sentiment de valeur, c'était euphorisant. Je pouvais me payer tout ce qui me plaisait. L'argent, j'ai continué pour ça. Enfin, j'ai cru que c'était pour ça. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait autre chose. Pas seulement la peur du manque et l'addiction à l'argent. Bah, nous, les mères de famille, on n'a pas de salaire, puisqu'on ne travaille pas. Puis pas de retraite non plus. Eh ben, nous, les enfants, on les fait pour le plaisir. Alors si vous avez des plaisirs à faire des enfants, vous n'allez pas en plus être payés, tout de même. Sans toi, je serai moi. Toi sans moi, tu seras toi. Nous ne serons plus jamais un. Nous serons deux séparés. Sans moi, sans toi, je serai moi. Sur mon toit, libre ma voix. Je fais mon solo. Fais donc chez toi son numéro. Chacun pour soi, sans moi. Chez toi, mise le deux. Si tu le veux, je fais le pari. Tout sur le 1. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Sans moi, tu seras toi. Envole-toi
tu voudras, chacun chez soi, dans son solo, plus jamais un pas de deux. Moi et moi, toi et toi, mettons en scène une autre histoire où chacun danse son pas, un avant, pas un arrière. On n'est même pas remboursé correctement de nos trajets. Vraiment, on peut faire des kilomètres comme ça. Ils ont une organisation en plus qui est complètement délirante. Par exemple, tu pars à Barbezieux, tu vas à Saint-Simon, tu repars à FC-Gonzac, et puis tu vas à Vibrac. Nous, on n'est pas remboursés sur le premier trajet pour se rendre au premier poste de travail, ni le soir pour le retour chez soi. Par contre, on est remboursés pour tous ceux qui sont entre les deux. Entre celui qui est entre les deux. On n'est pas bien considéré, pas de reconnaissance, on n'est pas bien payé. C'est difficile. Parce que si tu as un problème, l'ADMR leur jette sur la fédération qui, elle, dira qu'elle n'est pas l'employeur. Ils se renvoient la balle. Quand j'étais dans mon entreprise électronique, c'était sous-payé et avec des écarts de salaire énormes entre hommes et femmes à travail égal. Ça me révoltait déjà. Je vois pas pourquoi je gagne moins qu'une aide-soignante alors que je fais le même boulot qu'elle et que je la remplace le week-end. Et pourquoi elles ont une voiture de fonction et pas nous? L'argent, ça me donnait un sentiment de valeur. On m'avait retiré une valeur. Ce que cet oncle m'avait fait subir à 13 ans m'avait dévalorisé. Par l'argent, je la reprenais. Enfin, c'est ce que j'ai cru, longtemps. Puis j'ai compris que je ne faisais que répéter la violence sexuelle, comme pour donner une normalité à l'agresseur. Il faut du temps pour comprendre. On n'est pas bien considéré, on n'est pas de reconnaissance, on n'est pas bien payé. C'est difficile, puisque si tu as un problème, la DMR leur jette sur la fédération qui dira que c'est pas l'employeur. Alors, ils se renvoient la balle. Il m'a fallu comprendre pourquoi j'y étais tombée et comprendre pourquoi j'y restais. Il faut du temps, je me suis auto-soignée. La femme prostituée, c'est pas à elle d'avoir honte, hein. C'est aux clients d'avoir honte, c'est aux proxénètes d'avoir honte, hein. Et aux politiques. C'est pas des métiers reconnus. Il n'y a pas souvent de compliments. Si t'as un coup de fatigue, on va tout de suite dire que tu feignantes. Et les malades grognent parce qu'on les écoute pas. Et les familles aussi. Bref, on ne reçoit que des reproches, alors c'est démotivant. Il y a beaucoup de démissions. D'ailleurs, moi, j'arrête, je suis en rupture conventionnelle, parce que c'est de pire en pire. Il y a beaucoup d'abandon de poste, surtout chez les jeunes. Et beaucoup d'arrêts maladie. En fait, ça devrait être considéré comme accident du travail. Mais ça ne l'est pas. Ils ne tiennent pas compte de la pénibilité. Tant qu'un client peut nous acheter, un proxénète pourra nous vendre. On ne peut pas dire à un homme, ne tape pas ta femme, tant qu'il peut consommer une femme. Avec la CGT, on est intervenu quand la responsable de l'association voulait licencier une secrétaire pour faute professionnelle. Elle avait des problèmes visuels qui lui faisaient faire des fautes d'orthographe. Alors on est allé au prud'homme et on a gagné. Et l'association a dû l'indemniser. Une journée de manifestation est organisée, alors j'en suis. Parce que ça peut pas continuer comme ça, ni pour les personnes âgées, ni pour nous. C'est une question de dignité. Comment il faudrait faire pour être considéré
pour être rétribué. Une manif? Et vous imaginez si toutes les mères de famille descendaient dans la rue? Ah ouais. Nous qui sommes sans passé, les femmes, Nous qui n'avons pas d'histoire, Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, fameuses esclaves, et jouissons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout. Donc la pièce est suivie évidemment d'un débat qui sera animé par Evelyne Didot, qui doit être par là, ici, ainsi de suite. Et voilà, on est là pour échanger, vraiment. Hein, donc, voilà une belle pièce, encore merci. Ben, merci à vous d'être venus aussi. Ça me fait bien plaisir. T'imagines pas. Alors, je crois que c'est important de dire qu'il y a des textes, mais il y a aussi les paroles des chansons. Et il y a des chansons dont les paroles sont de Renata. Il y a des chansons de Hachem. Oui, il y a des chansons dont les paroles sont de Dina. Dina, qu'on verra en spectacle chez Renata dimanche à 17h. Hein? Donc, merci aux artistes hein, et merci à vous. Je crois qu'il y a des personnes qui avaient témoigné, qui m'avaient apporté leur témoignage. Si elles veulent être avec nous ici maintenant, ça serait bien, ça serait sympa. Oui, parce que l'essentiel, c'est quand même d'entendre la parole de ces salariés, quand même. Avant toute chose, moi, je veux bien mettre le contexte dans lequel en tout cas, ce travail existe. Hein. Alors, moi, je reviens sur un terme qui, je le dis, mais on pourra en discuter. Le terme invisible me dérange. D'abord parce que ce sont des salariés
qu'elles ont des droits, qu'elles ont un contrat de travail, qu'elles appartiennent aussi à un code du travail. Donc invisibles, voilà, c'est pas des femmes invisibles, je l'entends pas au sens des femmes SDF. Il y a eu un documentaire qui est passé sur France 5 qui était magnifique, justement ces femmes qu'on ne voit pas dans la rue. Je pense aussi aux femmes sans papier, qui généralement font du travail au noir, qui elles n'ont qu'un droit, voilà. Il y a des droits, vous l'avez bien montré dans votre pièce d'ailleurs, le combat, le collectif, comment il s'organise, comment ce droit doit être respecté. En tout cas, voilà, je voulais revenir un peu sur ce thème invisible, voilà. Moi, ce qui me frappe dans la pièce, et en reprenant un peu, c'est que l'enjeu de la visibilité, en tout cas des femmes au travail, elle est majeure parce que les femmes ont toujours été tenues à la périphérie du travail. On le voit sur la femme au foyer, on le voit à tous les niveaux, je dirais même la prostituée, à la périphérie, absolument pas considérée quelque part comme un travail qui est de la même manière que l'égal d'un travail d'homme. Il y a il y a une sociologue qui a fait un livre que je vous recommande énormément, qui s'appelle de Rachel Silvera, qui a fait un livre qui s'appelle Un quart en moins. C'est le salaire depuis le 19e siècle dont on parle, qui est le fameux salaire d'appoint, et qu'on continue d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, dans toutes les branches très féminisées, les 12 familles professionnelles en règle générale. Ça devient, on l'entend par exemple dans le milieu enseignant, où la personne enseignante dit, parce que son époux, son compagnon a un salaire plus important, dit c'est mon salaire d'appoint. Voilà. Donc on en arrive à des moments, je pense cet exemple parce que c'est mon milieu, donc je peux en prendre d'autres, hein, ce fameux salaire d'appoint qui existe depuis le 19e siècle, rejoint évidemment tous les métiers du soin, que ce soit l'auxiliaire de vie, l'aide à domicile, l'aide-soignante. D'abord parce qu'on considère évidemment que naturellement, entre guillemets, naturellement, et quelqu'un l'a dit dans la pièce, c'est toi Renata, on sait faire quoi. On a toujours, on sait élever des enfants, on s'occupe des uns des autres, on s'occupe de nos parents, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nos voisins quand ils sont vieux. C'est inné en nous, ça ne s'apprend pas, donc c'est pas un métier, parce que c'est tout à fait naturel. Donc, du coup, c'est des métiers qui sont complètement dévalorisés et absolument pas reconnus, avec des niveaux de qualification très bas, évidemment, parce que du coup, comme ça ne s'apprend pas, comme c'est inné, à la limite, et je le dis, n'importe qui peut le faire, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin... C'est toi, Claudine, qui disait, tu avais eu, je ne sais plus, 4 jours de formation, mais parce que ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose... Donc on a vraiment un gros souci là-dessus sur, j'allais dire presque, c'est de l'exploitation, mais c'est de l'exploitation qui s'inscrit dans une société, alors je vais dire un gros mot, capitaliste. On est sur de l'exploitation complète, c'est-à-dire la femme est soumise à une double exploitation, modèle capitaliste et du patriarcat qu'on continue à véhiculer tranquillement sur ces fameux salaires d'appoint, sur ces fameux métiers de soins. Et du coup, c'est très compliqué quand même de s'organiser sur ces métiers, parce qu'on a détruit le collectif dedans, parce que du coup, comme elles sont amenées, elles le disent, hein, sur les emplois du temps, complètement déstructurés, il y a évidemment les trajets, il y a les plannings qui changent tous les jours, il y a l'impossibilité, quelque part, d'avoir un collectif de lutte qui se construit, un rapport de force qui se construit. À partir du moment où vous êtes dans un lieu unique avec, j'allais dire, presque des horaires un peu voilà, cadrés, il est plus simple d'avoir là, tout d'un coup, un collectif qui se monte. Mais là, sur des horaires décalés, sur des trajets, à aucun moment, on a tout fait pour qu'en plus, ces femmes ne peuvent pas s'organiser. Donc, ça complique encore plus la chose, et du coup, elles sont complètement isolées. Bon, elles le disent bien, toutes ces femmes. L'isolement qu'elles ressentent, non seulement l'isolement qu'elles ressentent face
à l'usager, à la personne malade, voilà, parce qu'elles n'ont personne à qui parler. Deuxième point, elles sont soumises évidemment à tout ce qui est les troubles squelettiques, musculo-squelettiques, tous les troubles qu'on ne dit jamais, les troubles psychosociaux. Moi, je me souviens de quelqu'un, je ne sais pas si Françoise est là, qui était une salariée de la DMR. Il y avait une salariée qui racontait qu'un matin, elle était arrivée chez une personne âgée qui voilà, était tombée dans sa cheminée parce qu'elle mettait du feu et elle l'avait retrouvée brûlée. Et elle racontait sa solitude, c'est-à-dire qu'elle a appelé les pompiers évidemment, mais elle s'est trouvée devant quelqu'un qu'elle avait vu assez régulièrement et le traumatisme que ça avait été. Parce que tout d'un coup, c'était voilà, elle ne pouvait plus, quoi. Et on oublie souvent les risques psychosociaux de ces femmes. Donc il y a vraiment tout un travail, je trouve que vous le montrez bien dans la pièce. Alors ça a un côté, évidemment, on se dit, c'est dramatique ce qui se passe, les EHPAD, les aides à domicile, voilà, vous avez accentué le trait, évidemment. Mais en même temps, je trouve que on sera obligé, à un moment donné, en tout cas sur ces métiers, au regard des enjeux de la société. On est dans une société qui vieillit. Il y a de plus en plus de besoins. On parlait tout à l'heure du maintien à domicile pour des raisons financières, mais je pense aussi que quand même les personnes âgées, c'est aussi bien de la garder dans les meilleures conditions chez elle, dans son univers, qu'effectivement dans les EHPAD. Après, il faut trouver d'autres moyens, d'autres organisations pour qu'il n'y ait pas l'isolement de la personne âgée. Mais face au vieillissement, face aux enjeux qu'il y a sur ce secteur, il est évident qu'on va avoir de plus en plus besoin de personnes et on va avoir de plus en plus besoin de revaloriser ces métiers. Parce qu'il y a un turnover épouvantable, les gens ne restent pas. Il faut savoir que quand même, il y a énormément, la moyenne d'âge dans ce secteur, il est à peu près, quand elles intègrent les salariés, elles y viennent soit après un licenciement, voilà, en général, une boîte qui ferme. Donc, comme dans leur ancienne boîte, elles n'ont pas eu non plus de formation, donc elles ont été des ouvrières. Donc, elles vont dans l'aide à domicile, parce qu'on revient toujours à cette histoire, c'est inné, donc tout le monde sait faire ça. Il y a aussi le fait qu'elles ont élevé leurs enfants, donc elles reprennent un travail. Et le troisième point, il y a toutes les familles monoparentales, dont on parle peu, où il y a énormément de femmes qui font ce métier en tant que famille monoparentale parce qu'elles se retrouvent à un moment donné dans une situation où elles ont plus le choix, et voilà. Donc on est vraiment dans un secteur qui est... en tout cas, il me semble que ce qui est en train de se passer dans les EHPAD, mais ça fait une dizaine d'années quand même qu'il y a un paquet de luttes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une dizaine d'années, je repense toujours à Françoise, parce qu'on faisait partie de la lutte, elles avaient envahi le Conseil général à l'époque, c'était Michel Boutan, elles avaient complètement envahi pour parler de leurs conditions de travail. Et c'était la première fois que des salariés faisaient grève, envahissaient, et allez-y franco, en disant, voilà, c'est plus possible comment on travaille, les conditions de travail qu'on a. C'est plus possible. Et du coup, cet historique, c'est pas rien quand même. Parce que c'est de cet historique qu'on en arrive aux EHPAD, qu'on en arrive quand même à regarder ce secteur d'une autre manière. Même si, évidemment, il faut regarder ce secteur d'une manière avec un regard genré, parce que 90% des femmes, ce sont des femmes quand même. Moi, je me souviens à un moment donné, mais c'était incroyable, quand on a monté le syndicat, quand le syndicat des salariés de l'aide à domicile s'est monté à la CGT, il y avait un seul homme dans le syndicat, et vous ne le croirez pas, c'était lui qui était le délégué syndical. Alors, je ne sais pas si Françoise, j'aimerais bien que Françoise intervienne ici. C'était extraordinaire de dire, mais enfin, il y a plein de femmes, et il y a le délégué syndical est un homme. Alors après, c'est devenu une femme. Mais n'empêche... non, quoique, pourquoi pas, et c'est pas gênant. Non, c'est Colombe qui est devenue après la déléguée syndicale. Mais cette question c'est vraiment essentiel de regarder d'avoir un regard genré quand même. J'insiste sur le côté inné.
On n'arrivera pas à changer le regard si on ne le voit pas de cette manière. Si on arrête. Tout à l'heure, on disait un service. Mais même ce terme me dérange. Je rabâche, je dois être atteinte de je ne sais pas quoi. Ce sont des salariés. Ce sont des salariés qui ont un contrat de travail, qui ont des fois des avenants, qui vont au prud'homme, tu l'as dit Monique. Elles ne sont pas là pour rendre service, elles ne sont pas serviables. Elles sont voilà, des salariés à part entière. Et que quand on les reconnaîtra, et ça ne passera, en tout cas, il me semble, que par une professionnalisation, et qu'on arrête de dire, comme la maternité, ça, on est mère, on est tout ce que vous voulez, une professionnalisation, une élévation du niveau de qualification, parce qu'on les maintient en plus dans un niveau de qualification très bas. Comme ça, elles ne peuvent pas, évidemment, accéder à des formations qui vont élever le niveau de qualification et leur permettre d'arriver à leur passer d'abord aide-soignante. Tu disais tout à l'heure infirmière et ceci, mais c'est très très compliqué ça, parce qu'on ne leur donne pas non plus les moyens d'avoir une formation, et elles-mêmes, elles ont intégré le fait. C'est Sylvie qui disait, j'aime tellement ça, les petits, c'est mignon, voilà. C'est que Sylvie n'imagine, Sylvie, évidemment, c'est pas toi, le personnage n'imagine même pas qu'elle pourrait accéder à avoir autre chose, une autre qualification, une autre formation. Parce que voilà, on est là, quoi. Voilà, c'est ça. Après, la question du travail salarié pour les femmes au foyer, le Front National le dit. Marine Le Pen, c'est une de ses revendications. Moi, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, quoi, ça me dérange. Alors après, il faut effectivement comment on revalorise, voilà, mais en même temps, c'est un peu... voilà. Mais je préférerais laisser la parole et rebondir, parce qu'il y a des salariés ici, il y en a quelques-unes, elles ont une expérience, elles ont un vécu, et si c'est la parole de ces femmes, c'est elles qu'on doit entendre. Les personnes auxquelles je me suis adressée ont accepté. Après, c'était un problème. Il y en a qui étaient dans des... J'aurais voulu avoir des personnes directement des EHPAD, j'en ai pas trouvé. Du coup, je suis allée à la manif et j'ai fait parler des personnes au cours de la manif. Voilà. Donc voilà, parce que tout ce qui est dit par rapport à la DMR, c'est dans la relation avec toi que je l'ai appris, hein, parce que moi, je savais rien du tout de tout ça. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'ai répondu à Renata par rapport à... Parce que j'ai été salariée de la DMR pendant 10 ans. Donc, j'ai demandé ma rupture conventionnelle en novembre 2017 par rapport aux conditions de travail et au fameux smartphone qui a été mis en place. Parce que le smartphone, on nous imposait de l'allumer à 7h du matin et de l'éteindre jusqu'à 22h le soir. Même si on travaillait de 9h à midi. Bien sûr, pas d'astreinte de payer. Donc, bon... À force de lutter, on a réussi, nous, 2 élus de la CGT, à ne pas signer la convention des smartphones, mais on n'a été que 2 sur la Charente. D'où le problème du collectif. J'aurais envie de faire la connaissance du personnage que j'ai fait. Voilà. Merci. Sur la formation aussi, je trouvais important ce que tu m'as appris. Oui, pour les formations. Nous, les nouvelles salariées qui arrivent, oui, c'est inné, elles doivent savoir faire, donc 2 jours de formation et après on remplace les aides-soignantes le week-end. Donc on arrive sur des étupéniens imposés, des étupéniens. Donc en fait c'est un étui où il y a la poche d'urine qui est reliée. Donc on doit le poser alors qu'on n'est pas aide-soignante, on doit faire des toilettes sur des personnes sondées alors qu'on n'est pas formé non plus. On doit utiliser du matériel qu'on ne sait pas forcément utiliser non plus, mais on doit se débrouiller. Et quand on ne sait pas faire, on doit porter la personne et l'emmener au fauteuil.
puisqu'on est toute seule, donc on n'a pas le choix. Et bon, pour reprendre tout à l'heure par rapport au salaire, si on ne fait pas notre planning, donc si on a sur la route un accident ou quelque chose qui nous retarde, c'est bien retirer notre salaire. On doit assumer ce qui nous arrive et c'est retirer sur notre salaire. Heure planifiée non effectuée. Voilà. Donc si vous avez des questions. Oui, bonsoir tout le monde. Je dis déjà merci à Renata et à Jacqueline, parce que c'est elle qui, un matin, elle m'a proposé de jouer ce... Voilà. Et quand je suis arrivée, j'ai vu le texte m'a tout de suite parlé. Tout ce que je disais, moi, tout à l'heure là, je suis concernée. Que ce soit le papier, que ce soit le travail à domicile, parce que j'ai quand même un diplôme d'auxiliaire de vie. C'est pourquoi ça me parlait. Les mêmes conditions de travail comme la dame. Voilà. Deux fois, moi, il m'arrivait qu'on me fasse... je vais taire le nom de... Je ne travaille pas chez DMR, mais je travaillais quelque chose comme un peu comme à DMR. J'y suis plus, voilà. Donc, il arrivait qu'on me fasse... qu'on me change de planning 3 fois au bout d'un mois. C'est-à-dire le premier planning, il est... Voilà, j'ai déjà mis dans mon cerveau, j'ai déjà d'autres... des rendez-vous. C'est pas par son travail qu'on n'a pas une autre vie. Mais j'ai déjà calé, et puis on va le changer. Et c'était comme ça, tout le temps. Et puis, cette histoire d'heure, il faut courir, il faut aller à Fourbrune, comme je disais tout à l'heure, il faut aller à Moutier, et puis il faut aller à Ruelle, à Magnac. C'est la même journée, hein. C'est dans la même journée. Des fois, tu manges en cours de route, tu manges ton sandwich. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit merci, parce que ça m'a beaucoup parlé, ce thème-là. C'est moi dedans. Je vous remercie. Par rapport à ce que tu dis, c'est comment construire une action commune, une conscience, en tout cas, de lutte. Parce que, par exemple, il y a les actions collectives des prud'hommes. Hein. Si on prend la DMR, tous les 4 matins, ils sont effectivement prud'hommes. En fait, le pire, c'est qu'ils perdent. C'est extraordinaire, ça. À chaque fois, ils perdent. Et donc, ils continuent. On peut se dire qu'à un moment donné, voilà, peut-être s'user. Après, il y a la responsabilité des politiques. Hein. Le conseil départemental finance. Il y a les agréments qui est donné aux associations. Donc, à un moment donné, il faut qu'impérativement soit marqué aussi le respect des conditions de travail. Sinon, voilà, on finance et en même temps, il y a le non-respect des conditions de travail. C'est trop facile. Il y a ça. Mais l'action collective, la question qui nous est posée, c'est comment on arrive à avoir, entre nous une conscience de la lutte. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce que ça demande même... Pour ces salariés, comment dire, elles ont tellement été, la domination étant tellement intégrée en elles, qu'arriver à dépasser ses propres blocages en disant je vais y aller, c'est compliqué, tu le disais, c'est compliqué la lutte syndicale, parce qu'en plus de ça, en général, ils vous isolent. Donc, terminé, à un moment donné, vous lâchez, parce que humainement, vous ne pouvez pas tenir devant le rouleau compresseur, si on prend la fédération ADMR, hein, ou d'autres, hein, d'ailleurs. Ça devient de la servitude volontaire. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est compliqué, du coup, de se dire comment soi-même, on arrive à acquérir cette conscience pour passer au-dessus et de dire on va être en lutte. Et c'est pour ça que je tiens vraiment que ce soit un regard genré, voilà, parce que toute la problématique, elle est là quand même. Mais après, d'ailleurs, donc là, vous parliez du fait d'être... on m'entend pas. Vous
vous parliez du fait d'être isolé, mais si on reprend donc mon personnage dans les EHPAD, moi j'ai eu des membres de ma famille qui ont travaillé, donc j'ai une bonne connaissance du fonctionnement. Et de toute manière, en fait, il y a aussi la question du chantage et de la pression de la direction pour diviser pareil les équipes, à savoir que celle qui va accepter plus ci, plus ça, bah, du coup elle va peut-être avoir plus facilement les jours de congé qu'elle veut, plus facilement Noël, plus facilement les week-ends, les mercredis, les ci, les ça, et à partir du moment où on s'oppose, tous les avantages, enfin c'est même pas des avantages, tous les droits en tout cas vont être petit à petit amoindris, et donc pour sauvegarder ces quelques avantages-là que les personnes peuvent avoir, eh ben, elles vont pas s'allier dans un mouvement commun dans le but de garder le peu qu'elles ont déjà, quoi. Et c'est là où la direction est très forte, de savoir quelle carotte utiliser pour éviter que le troupeau se rassemble. Moi, je dirais bien que c'est quand même ce qui se passe d'une façon générale dans le monde du travail, avec la loi El Khomri, avec les ordonnances Macron. On a la même chose partout. Depuis même l'instauration, ne serait-ce que du forfait jour dans les entreprises, où chacun va négocier plus ou moins comme il veut ses congés, l'organisation de son travail et tout, il est beaucoup plus difficile de faire bouger les gens de façon collective dans les entreprises. Et le problème, il se répète, c'est même, là, il n'y a pas de la question de genre, c'est vraiment la question du capitalisme, beaucoup plus que la question genrée, là, qui joue. C'est diviser pour gagner, ça a toujours fait partie de leurs règles du jeu, ça a toujours bien marché, et aujourd'hui, d'autant plus qu'ils ont tout l'attirail législatif qui va avec. Et la situation, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la situation qu'on vient de décrire à travers ces petites scènes qui sont tirées de la vie réelle, hein, c'est que ça peut se reproduire à n'importe quel niveau, dans n'importe quelle boîte, et que ce soit des femmes ou pas des femmes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème spécifique au fait que ce soit des femmes, et effectivement au patriarcat et autres, mais le problème, la principale, je pense qu'il vient quand même de l'économie capitaliste. Ah oui, parce qu'on est sur une division sexuée du travail. Hein. Oui, au-delà de ce que disait tout à l'heure Evelyne par rapport à une conscience de lutte, je pense que, puisque là on parle beaucoup du travail des femmes, que ce soit dans les EHPAD ou ailleurs d'ailleurs, ce sont souvent des emplois aussi qui sont précaires. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a des femmes qui sont CDIsées, hein, mais il y en a beaucoup que c'est des remplacements. Ce ne sont pas des 35 heures. Ce sont aussi peut-être des femmes qui sont seules avec des enfants. Donc c'est très très compliqué aussi, même si on a des valeurs de militantes et de vouloir s'en sortir et de... si on a des enfants, c'est encore plus compliqué, mais si on est une femme seule, c'est pas facile non plus, et on accepte en fermant sa gueule jusqu'au jour où ça déborde et qu'on dit je m'en fous, je démissionne, même si je touche rien pendant 4 mois des acédiques, tant pis, mais j'en peux plus. Mais moi je comprends tout à fait, même si ça me fait mal, parce que j'aimerais que les femmes et tout le monde d'ailleurs, hein, les hommes aussi, hein, puisque en ce moment je pense qu'on est dans un contexte très compliqué et on n'est pas suffisamment à descendre dans la rue, mais plus particulièrement les femmes, si on veut travailler dans la dignité, il va falloir qu'on se batte. Et même si on est seul ou si on a des enfants, c'est vachement dur. Je l'ai vécu, donc et comme des milliers de femmes et des milliers de familles. Mais je pense que si on ne se bat pas, ce sera toujours les patrons, ce seront toujours ceux qui ont du pognon qui nous boufferont, quoi. Parce que quand on voit les EHPAD, là, dernièrement, enfin, il y a 15 jours, 3 semaines, où on a été en tant que solidaire pour la lutte de ces salariés qui vont peut-être être licenciés ou qui sont licenciés pour certaines. Je pense que c'est ces salariés-là,
dans ces structures qui doivent à la base se dire non, c'est plus possible. Et puis essayer de se dire que même si on ne reste pas, si on se bat et qu'on est viré, mais au moins on aura fait quelque chose pour nous-mêmes. Et puis pour les personnes aussi qu'on accompagne, parce que ces personnes, il y a une maltraitance quelque part, qui n'est pas voulue par les salariés, mais il y a quand même une maltraitance. Donc, en fin de compte, personne n'est heureux, ni le salarié, ni les usagers. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a notre avenir entre nos mains, quoi, je dirais. Alors, c'est peut-être idéaliste, hein, ce que je dis, mais c'est vrai. Et tant qu'on se battra pas, eh bien, on va se faire piétiner. Et puis là, on est très mal parti. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, on est... D'abord, félicitations, hein, franchement, vraiment, je suis bluffée. Sur la question, justement, de l'aspect genré, il y en a une d'entre vous, à un moment donné, je ne sais plus laquelle, qui dit on prend surtout des femmes parce que c'est plus docile. Donc, je pense que ça fait aussi vraiment partie de la catégorisation. Et puis, moi, j'ai entendu aussi des gens me dire, mais tu te rends compte, ces gens-là, en parlant alors, soit des aides à domicile, ou si elles étaient mieux rémunérées, tu te rends compte combien ça coûterait? Ensuite, avoir son papy ou sa mamie à la maison de retraite. Donc, il y a aussi, on joue aussi là-dessus. Hein, on joue aussi sur, en gardant ces salaires bas. Et alors après, évidemment, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ces associations. Je sais qu'au niveau des EHPAD, il y a effectivement beaucoup d'actionnariat. Avec les ADMR, bon, j'imagine qu'il n'y a pas d'actionnaire quand même à l'ADMR. Mais je pense que pour les EHPAD, et j'ai eu la chance, j'étais à Blanquefort la semaine dernière pour la journée de solidarité avec les employés de Ford. Et il y avait donc évidemment Poutou qui était là parce qu'il est Ford, mais il y avait aussi Serge Alimi là, du monde diplomatique, et puis les pinsons Charlot là, qui sont donc toujours en train d'analyser le riche et le pauvre. Et c'était vraiment toute la journée autour de ça, c'était vraiment autour de comment les salaires sont toujours au rabais pour toujours augmenter la part de l'actionnariat. Et là, je pense qu'avec les EHPAD, on est vraiment dans un cas comme ça, tellement évident. Bon, ça c'était la première chose. Après, la deuxième chose, sur l'organisation, peut-être ça va parler à Dina. Je repensais à cette convention internationale au niveau de l'Organisation internationale du travail, que des femmes brésiliennes, et notamment des femmes noires brésiliennes, donc des afro-brésiliennes, ont réussi à faire voter il y a maintenant, ça devait être en 2010, quelque chose comme ça, pour les travailleuses domestiques. C'est-à-dire qu'au Brésil, ce sont surtout des femmes, majoritairement, et des femmes afro-brésiliennes qui font le travail domestique. Et il n'y a pas plus isolé que ces femmes-là, socialement, économiquement, et elles ont réussi, en se mobilisant, à faire voter une convention internationale sur le travail domestique au BIT. Donc je veux dire, c'est possible. Il y a des choses absolument incroyables. Il y a aussi des réseaux, enfin peut-être plus dans les grandes villes, notamment avec des femmes d'origine étrangère, parce qu'il y a le côté genré, mais il y a aussi genre coupe ici sur ces questions-là beaucoup la question race, enfin la question racisée, parce que peut-être ça se voit, peut-être en Charente c'est moins le cas, mais en France en règle générale, il y a aussi une question vraiment de race sur la question, la race à l'anglo-saxonne, hein, c'est pas... C'est-à-dire que l'exploitation, elle exploite aussi énormément la fragilité des personnes qui viennent de l'étranger, et souvent de femmes qui viennent, je veux dire, quand toutes les femmes philippines qui quittent les Philippines avec des diplômes d'infirmières, des diplômes qui ne sont jamais validés, jamais reconnus ici en France, mais qu'on retrouve ensuite à faire de l'aide à domicile. C'est-à-dire qu'on a des femmes super qualifiées, parce que c'est quelque chose, c'est peut-être une erreur qu'on fait aussi parfois de dire que c'est pas qualifié. Il y a des femmes super qualifiées, mais qui n'ont pas la reconnaissance de leur diplôme étranger
et qui du coup se retrouvent à faire au rabais un travail pour lequel elles sont complètement surqualifiées. C'est double bénéfice pour les gens qui les emploient. Pardon, j'ai beaucoup de choses. Non, mais tu as raison, Claudie, parce que tout le secteur de l'aide à domicile, mais le secteur est un secteur en tension. C'est-à-dire que vous allez à Pôle emploi, si vous vous inscrivez dans une formation, vous aurez du travail. Parce qu'il y a un turnover, donc c'est un métier en tension, on ne trouve pas de personnes. Et là où tu as raison, alors je vais reprendre le terme race aussi que tu emploies, c'est que il est clairement identifié. Un exemple, l'ex-conseil régional Poitou-Charentes avait mis en place, au regard du manque de salariés dans ce secteur, ce qu'on appelait un contrat d'objectifs territoriaux, c'est-à-dire comment arriver à former des gens, des femmes, pour qu'elles puissent travailler dans ce secteur. C'est-à-dire qu'il avait été mis en place tout un truc. Et il était presque, j'allais dire, évident, mais ça sent évident que toutes les personnes, alors femmes, et alors celles qui avaient une carte de séjour, qui étaient arrivées à être régularisées, qui n'avaient pas de formation, donc on les collait en formation aide à domicile. Et du coup, on se retrouve avec une population, vous voyez ce que je veux dire? Non seulement donc femmes, sous-payées, dévalorisées, et en plus de ça, avec la question race. Et c'est effroyable quand même, parce que du coup, on a deux problèmes, je dirais qu'on a trois problématiques. On a la division sexée du travail, qui se rajoute avec le chapeau race, et qui se rajoute, et en finalité, on est sur un salariat, alors très qualifié quand il vient d'ailleurs, mais qui n'a pas eu d'équivalence, un salariat soit très sous-qualifié, et en même temps très marqué au niveau race et genre. Et effectivement, tu as raison de parler de ça, c'est des métiers en tension, il faut le savoir quand même. Hein. Personne n'a envie d'y aller, hein. Donc toute personne, parce qu'on en revient toujours au même truc, c'est un travail très très difficile. Je suis contente que Claudie ait parlé de ça, parce qu'il y a quand même un monsieur qui m'avait posé la question de savoir, ben vous les étrangers là, quand vous venez ici, vous faites seulement aide à domicile, femme de ménage. Ah oui, hein? Merci Claudie. Oui, c'était comme toi, qui avait... Oui, voilà, c'est ça. Et donc j'avais répondu à ce monsieur, mais c'est parce que souvent les diplômes que ces gens-là, nous, on amène, ils ne sont pas valorisés ici, ils ne sont pas reconnus. C'est pour ça, voilà. Mais ceux qui ne savent pas ça, ils disent, oh là là, les Noirs là, ils viennent là, ils font que femmes de ménage. Et quelqu'un me l'avait dit, je vous dis. Et merci beaucoup Claudie, tu m'as fait penser à ça. Et si je revenais pour les maisons de retraite, parce que j'en ai travaillé aussi, j'ai fait des remplacements. C'est pas facile, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour recruter les gens. Parce que tu peux avoir à toi seul 20 personnes. Il faut courir, parce que le temps, il faut faire vite. Et on ne te prend pas, deux fois, ils te laissent au lieu de te donner un long contrat. Parfois, ils préfèrent les stagiaires. Oui, moi j'ai travaillé dans des maisons de retraite, j'ai fait aide à domicile et maison de retraite, je sais de quoi je parle. On ne prend pas comme ça. On t'utilise, après, on te jette. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Moi, je voudrais rajouter peut-être un petit quelque chose. Je pense que sur ce secteur-là, je pense qu'il faut qu'on pose la question vraiment aussi politiquement, parce que on l'a dit tout à l'heure, on va avoir une génération vieillissante, on va avoir, et pour moi c'est un vrai problème de société, et à un moment donné, c'est comment on interpelle les politiques, parce qu'aujourd'hui sur ces métiers-là, il y a une vaste hypocrisie qui est assez phénoménale. On a interpellé avec les copines de la CGT, on les a interpellés, le conseil départemental, on a parlé de la DMR, etc. Tout le monde sait dans quel état on est.
Enfin, il y a 30% d'absentéisme à la DMR en Charente. On bousille du salarié, en veux-tu, en voilà. Enfin, moi, je suis représentant sur la CARSAT. Vous en parlez dans les instances représentatives, tout le monde le sait. Et en gros, globalement, personne ne bouge. Donc la vraie question, je pense que si on veut faire bouger les choses, il faut aussi qu'en termes d'usagers, enfin moi potentiellement on est tous des usagers, c'est inacceptable que si on veut aider les copines qui sont dans ces métiers, et puis il faut qu'on soit au coude à coude pour gagner, parce que effectivement elles sont dans des situations tellement précaires que c'est compliqué de s'organiser. Puis on l'a vécu tous ici, on a des copines qui lâchent les unes après les autres, et c'est pour ça qu'on a un turnover énorme et que c'est un métier usant. Mais si on n'est pas exigeant il faut qu'on soit exigeant collectivement, je dirais usagers et salariés, parce que ça peut permettre peut-être de faire bouger un peu plus les choses. Une petite note d'espoir, j'ai envie de dire, on va avoir les 68ards qui vont arriver à la retraite, qui ont une pratique revendicative qui est assez forte, j'espère. Non, chez certains, pas tous. Je vois ton sourire, tu as raison. Mais peut-être qu'on va arriver à faire bouger des choses. Et franchement, enfin, ça fait 30 ans qu'on essaye de bouger. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est sur la table. Les EHPAD, etc. Ce qui est scandaleux, c'est des groupes comme Orpea qui font des bénéfices énormes. Juste pour info, quand même, Orpea est sous l'injonction au niveau de la CARSAT en termes de risque professionnel, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en gros c'est des métiers, c'est de la subvention déguisée si vous voulez. Parce que dans les autres entreprises, vous avez un taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle qui est proportionnel à vos accidents. Quand vous êtes dans le BTP, c'est à 10%, etc. Et dans ces métiers où on sait qu'on a des maladies et des accidents en veux-tu en voilà, ils sont à 2%. Donc ils ont beau bousiller tous les salariés qui veulent, ils restent à 2%, c'est un taux fixe pour tout le monde. Donc moi j'appelle ça de la subvention déguisée. Mais personne ne le reconnaît en fin de compte. Et on voit bien que tout le monde est au courant. Donc même sur ce levier-là, il n'y a personne qui bouge. Donc il faut vraiment qu'on mobilise et qu'on arrive à faire sortir les choses. Et il faut parler. Enfin, ce qu'on fait ce soir, je trouve ça positif parce que ça permet de remettre le débat. Ce qui est des débats qui arrivent sur les EHPAD, sur tous ces métiers-là, c'est peut-être la seule façon de faire émerger les choses aujourd'hui. Avec des mouvements, bien sûr, mais collectivement, je pense qu'il faut aussi les usagers qui soient dans la bagarre, quoi. Voilà. Oui, moi je voudrais... Bonsoir les filles. Je vous félicite. Vous avez cartonné. C'était super. Par contre, je vais revenir sur le rôle de Karen, la prostituée. Moi, je dis en quoi la prostitution est un métier de soin. C'est une question. À Femmes Solidaires, notre posture et notre position, elle est très claire sur la prostitution. On est contre. Et on a participé au débat national sur la condamnation des proxénètes. C'est très clair. Donc, je voudrais qu'on relance le débat ici sur la thématique de la prostitution. En quoi, je ne sais pas, Renata, hein, voilà, je voudrais quand même, par rapport à notre position sur la prostitution, qu'on éclaircisse le débat sur en quoi... Ça a été mon choix vraiment de faire qu'il y ait aussi un personnage de prostituée comme un personnage de mère de famille. C'est-à-dire, on était parti sur l'histoire du rapport au corps. Dieu sait malheureusement que les prostituées sont obligées de vivre dans un rapport de corps à corps épouvantable. Et le personnage, si tu l'écoutes, il condamne la prostitution. Il explique comment il est venu, il en est venu à se, elle en est venue à se prostituer, sans même savoir pourquoi au départ, mais suite, je pense qu'on m'entend. Vous m'entendez? Excusez-moi. Il marche maintenant? Oui. Si tu veux, ce personnage, ça me paraissait important de montrer, comment dire, en fait, pourquoi certaines femmes sont amenées à se prostituer. Ce n'est pas une défense de la prostitution, puisqu'elle-même explique qu'elle y est arrivée, elle a cru pendant un temps que c'était pour gagner de l'argent, etc. Et en fait, elle s'est aperçue qu'elle répétait, comment dire, la violence qu'elle avait vécue
en étant, comment dire, en subissant un inceste par son oncle quand elle était jeune, et qu'elle avait répété ça, etc. Et donc, si tu veux, ça nous donne un éclairage complètement différent de ce qu'on imagine quelquefois pour la prostitution. Hein. J'ai travaillé avec Rosem, qui est une prostituée extraordinaire, qui a abandonné le métier, qui a fait toute sa lutte. Elle était passée à la ferme théâtre, qui a fait tout le cheminement en France pour aller lutter contre la prostitution auprès des politiques et tout ça. Donc, si tu veux, ça me paraissait important et que ça permette aussi la discussion ce soir aussi de ce positionnement de femmes amenées à vivre ça, puis étant capables de le dépasser. C'est ça qui est extraordinaire. Le travail qu'elle a fait sur elle-même, puis ensuite qu'elle fait pour les autres femmes, et qu'elle fait actuellement en aidant au jour le jour des femmes violentées ou qui veulent sortir de la prostitution, etc. Voilà. Et moi, en fait, j'ai trouvé le lien dans le fait que là, dans mon personnage, la dévalorisation du corps humain, du corps de la femme, est poussée à l'extrême. Voilà, dans tous les métiers qu'on a vus, qui sont à 90% des métiers donc féminisés, le corps est complètement dévalorisé. Le corps des salariés et le corps des personnes qu'on soigne, voilà. Et du coup, voilà, le lien, pour moi, c'est comme ça aussi que je l'ai compris, que j'ai joué le rôle, c'est que voilà, la prostituée vend son corps, mais donc le corps, il est dévalorisé, c'est un objet, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême, cette dévalorisation du corps qu'on trouve dans ces travaux, ces métiers de salariés. En même temps, j'arrive même plus à utiliser cette expression. Avant, vous pouvez l'utiliser. Alors, en même temps, pour faire le lien aussi entre le rôle de Renata et celui de Karen, je veux dire, les premiers arguments féministes autour voilà, du patriarcat et de l'exploitation des femmes dans le système patriarcal, la première chose que les féministes ont dit, c'est que la première des prostitutions, c'est le mariage. Donc, il y a quelque chose aussi là de très fondamentalement féministe aussi dans cette posture-là, parce que l'exploitation complètement bienveillante, parce qu'elle les adore, elle les câline, bon, d'accord, je veux dire, on a beaucoup... On n'a pas vu son mec, hein, peut-être qu'elle a mis dehors. On ne sait pas si elle a un mec ou pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme pratiquement dans votre histoire. Là, on ne sait pas trop où ils sont, mais voilà. On a compris que Dina les avait exclus avec sa chanson. Voilà, hein, c'est ça. Mais voilà, ce que tu racontes, Renata, de cette vie, bon, en plus, une femme qui a 7 enfants, donc évidemment... et pour reprendre tout à l'heure Evelyne qui disait, effectivement, moi je suis comme Evelyne, je suis très partagée sur la question de rémunérer le travail des femmes, mais ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle les enquêtes temps, les enquêtes budget temps, où dans de nombreux pays maintenant, on compte, il y a des statistiques nationales, il y a ce qu'on appelle des comptes satellites, où on compte le temps de travail gratuit que les femmes mettent au service de la maison, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades, sans rémunération. Donc on fait des comptes satellites, et ça se valorise. Il y a des économistes féministes qui se penchent là-dessus, qui mettent des chiffres là-dessus, et qui disent que si on comptait ça, si on fait rentrer ça dans le produit national brut, on change la face du produit national brut totalement. Parce que la première des valorisations, ce serait ça. Ça serait de le compter comme travail, même si on ne le rémunère pas, mais au moins qu'il compte comme travail et qu'on en tienne compte dans les politiques publiques pour l'alléger, pour le faciliter et pour évidemment le calcul des retraites. Un des premiers, je ne me souviens plus, qui avait travaillé sur ça, il racontait ça très facilement à ses étudiants. Il disait, voilà, je vous explique, un homme qui emploie une femme, comme moi à l'époque, voilà, comme domestique, il la paye. Donc le travail de cette femme fait partie de la comptabilité nationale.
il décide d'épouser sa bonne, qui continue à faire pour lui exactement la même chose qu'avant, sauf qu'elle a disparu de la comptabilité nationale. Ah ben non, quand tu l'épouses, ta femme, tu ne vas pas la payer. Mais c'est exactement ça le sujet. C'est exactement ça le sujet. C'est Bernard Friot. Pardon? C'est Bernard Friot qui fait cette analyse. Oh non, ça date de bien avant. Ah non, ça date de bien avant, et c'est un Américain qui avait sorti. Non, ça date de bien avant. Voilà, c'est une vieille histoire. Moi, j'aurais aimé revenir sur la réattribution du corps des femmes par elles-mêmes. Je pense que, notamment, dans toute cette gamme de services à la personne, les femmes n'ont pas besoin d'avoir un manager, un délégué régional de l'ADMR, un directeur, un responsable de secteur, voilà. Et toutes ces strates-là de personnes qui vivent grâce au travail de ces femmes-là, qui les pilotent, qui les dirigent, mais qui ne mettent pas eux-mêmes les mains dans le cambouis, dans le contact, et que ça doit repasser par une organisation locale des femmes entre elles, des praticiennes entre elles, qui doivent arriver à se structurer localement en petites unités pour reprendre le contrôle à la fois sur leur travail, sur leur outil et sur leur rythme de vie. Alors, je sais, on va dire que c'est compliqué tout ça. Je vais prendre l'exemple. Ma structure fonctionne elle-même, on est autogéré. Alors, ok, c'est pas facile tous les jours parce qu'on fonctionne sans subvention, on est 100% libre, mais personne ne peut nous dire va travailler là, accélère ton rythme, ralentis. Ça passe par la réappropriation de son propre travail et ne plus passer par des contrats, ne plus passer par des structures qui sont déjà établies, mais aller vers d'autres circuits peut-être plus alternatifs et avec des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience là-dedans. Le loup-garou, Abel. Oui, par rapport à la dernière intervention, effectivement, c'est l'autogestion. C'est pas que pour ce secteur-là, parce que des cadres intermédiaires, des gens qui vivent sur le dos des autres, hein, et donc et l'exploitation. Effectivement, dans ces cas-là, prenons l'autogestion généralisée. Mais aujourd'hui, des fois, est-ce qu'on est encore dans cette revendication-là? Je ne suis pas toujours sûre. Par rapport à l'intervention tout à l'heure sur la place des usagers, enfin des personnes dont on s'occupe, parce que j'aime pas le terme usager, mais en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans le mouvement peut-être des EHPAD aujourd'hui, c'est que justement, il y a des familles dedans, qu'il y a donc un lien qui est fait, et je crois que c'est la force de ce mouvement, c'est qu'il est pas que sur le plan syndical ou professionnel, mais qu'il y a les familles avec. Et du coup, je pense que ça doit nous amener, quand on dit comment mobiliser et comment porter cette problématique-là. Déjà, avant de dire ça, je trouve que ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que oui, il y a une bataille pour les conditions de travail, les conditions de vie que vous avez bien dénoncées ce soir, mais qu'il y a aussi, et peut-être qu'on insiste moins mais dans la pièce, mais c'est aussi la maltraitance. La maltraitance institutionnelle par rapport aux salariés, mais aussi par rapport aux personnes accueillies. Et la souffrance du personnel par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, ils ont des difficultés parce qu'ils sont dans quelque part une injonction paradoxale, quoi. C'est-à-dire qu'on leur demande absolument d'être dans cette rentabilité, dans cette production de soins, dans ce rythme effréné. Et elles savent aussi parfaitement, malgré que des fois on ait besoin et on dise j'ai choisi ce métier-là parce que je voulais m'occuper des gens, parce que je voulais être bienveillant, etc. Et en fait, elles savent très bien elles-mêmes, et je crois que c'est ça la grande souffrance aussi des soignants, et qu'elles posent aussi actuellement, qui se pose de plus en plus, c'est effectivement le fait de ne pas être jamais contente aussi, ou content du travail qu'on fait, parce qu'on sait très bien qu'on est soi-même effectivement malveillant et effectivement donc dans le contraire de ce qu'on aurait pouvoir faire. Et je pense que c'est important dans les luttes actuelles parce qu'il y a aussi bien les conditions de travail que le sens du travail lui-même et que la production de santé qui est faite et qui n'est pas de bonne qualité. Et du coup, ça doit, comme on le fait ce soir, poser la question de l'information. Quelqu'un disait qu'on est sûrement des futurs peut-être personnes et futurs usagers des services d'aide à domicile ou EHPAD ou autres structures. Et là, c'est du coup comment d'emblée on
on avertit la population. Alors, pas des soirées comme ça, où on peut en discuter, où on peut débattre de ça, mais quelle information, comment on pose ça, voilà. Et je pense que c'est aussi important, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que moi non plus, j'aurais pas mis la prostitution, mais je comprends très bien ce qui a été répondu. Et après, on peut être contre la prostitution, mais au niveau de la syndicalisation et de la mobilisation des prostituées, on fait comment? Moi, je voulais faire une intervention, mais bon, la dame, du coup, me coupe un peu l'herbe sous le pied parce que moi, je n'ai pas du tout travaillé dans le milieu du soin, jamais. Mais en préparant cette pièce-là, ça m'a fait prendre conscience que justement, un jour, moi, j'allais peut-être être de l'autre côté de la barrière, hein, parmi les usagers, et puis une de celles à qui il faudra changer la couche sans attendre qu'elle soit trop pleine. Et donc, c'est peut-être maintenant qu'il faut réagir, oui, pour préparer notre avenir, pas seulement l'avenir des salariés aussi. Et tout à l'heure, dans le hall, j'ai vu que sur les tables, il y avait un petit prospectus concernant un rassemblement à l'hôpital de Girac. Je ne sais plus si c'est le 3 ou le 5 mai, un truc comme ça. Enfin, vous verrez, mais justement, ça peut être l'occasion de bouger. Il y en aura peut-être d'autres, certainement même, mais si on peut y aller, regardez ce petit prospectus en sortant. Moi, je voulais... alors, ça revient un peu à ce qui vient d'être dit. Moi, quelque chose qui m'effraie, c'est d'entendre, du coup, les personnels soignants dire eux-mêmes ah, je ne mettrai pas mes parents ou ah, je ne mettrai pas mes grands-parents dans l'endroit où je travaille. Quand on en vient à se dire ça, je me dis que c'est qu'il y a vraiment un problème et donc qu'on ne peut pas juste dire ah, c'est des mauvaises personnes ou elles sont annihilées par leur travail, etc. Et en fait, à aucun moment, ces personnels soignants, ils ont des temps même pour penser leur travail. Dans plein de métiers, il y a de l'analyse de la pratique qui peut être mise en place. Pour les personnels soignants, c'est tellement inné, etc., ça tombe sous le sens qu'à aucun moment donné, on leur offre, donc de temps de réunion, on n'en parle même pas, ça a déjà été abordé, mais même plus loin que de la réunion factuelle, c'est un espace de pensée, quoi, pour réfléchir à ce que je fais, et pas être que dans le faire, mais aussi voilà, analyser ce que peut ressentir la personne dont on s'occupe, ce que ça peut nous renvoyer à nous de la question de la mort, de la question du soin, du rapport au corps de l'autre, enfin tout ça quoi. Et est-ce que c'est parce qu'on est auxiliaire de vie, aide-soignante, qu'on n'a pas un cerveau capable de prendre de la distance sur ce qu'on fait? Moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est des choses qui devraient être entérinées, qui devraient être normales et qui devraient être systématiques dans tous les systèmes, dans toutes les associations. Et en fait, ça ne devrait même pas être au bon vouloir du directeur ou de la société qui gère ou des actionnaires, mais ça devrait faire partie des chartes de bientraitance. Et voilà. C'est-à-dire un document d'évaluation des risques psychosociaux. Voilà, c'est la loi. Par contre, peut-être des établissements comme ADMR n'en disposent pas. Et quand il y a plus de 50 employés dans une entreprise, il y a l'obligation de la mise en place d'un CHST. Il y a également des délégués du personnel. La lutte, c'est dans l'entreprise. C'est au niveau de l'entreprise que les délégués du personnel, les représentants du personnel regardent ce qui est défaillant et informent leurs collègues salariés pour que la direction se mette en conformité. On interpelle la direction départementale du travail, l'inspection du travail pour que les conditions des salariés soient entendues. Voilà. Donc, ça, faut le savoir quand même. Quand on est salarié, on a des droits, des obligations. Et si l'employeur ne répond pas à ses obligations, on interpelle à qui de droit. Par exemple, la DMR, on peut dire qu'il y a en Charente beaucoup plus que 50 salariés de la DMR. Sauf que
les salariés, ils sont salariés d'une association locale qui en emploie 5, qui en emploie 6, la voisine en emploie 5, en emploie 10, mais il n'y a jamais les 50 qui ont le même employeur, hein, puisque c'est par petites unités, donc on n'arrive jamais aux 50. Ah, ils ont un contrat avec l'association locale. Hein? Donc c'est aussi, mais c'est pas spécial à la DMR, hein? C'est vraiment un éclatement de toutes ces structures-là. Alors par contre, il y a Claudie qui disait quelque chose d'intéressant, que tu peux redire. Comment on fait ensuite quand les personnes qui sont, on va dire, un peu à la tête structurante de ces associations ADMR, quand on les retrouve dans les conseils municipaux, notamment en charge des questions justement sociales, je veux dire là sur la question des de possibles conflits d'intérêts et de terrains favorables à l'inertie. Non, je pense à personne en particulier, c'était hypothétique, complètement hypothétique. Je voudrais apporter une petite précision en tant que retraité de la formation professionnelle pour les aides à domicile. Je peux dire qu'il y a un élément qui est très défavorable au collectif, c'est qu'il y a différents statuts. Il y a les gens qui sont salariés des associations et des gens qui sont salariés, qui sont ce qu'on appelle mandataires, c'est-à-dire qui sont salariés de l'usager, si bien que les possibilités... Pardon. Il y a le gré à gré aussi, employeur particulier, il y en a 3. Oui, aussi. 3 statuts en réalité. Oui, en fait, il y a 3 statuts. Mais pour celles, moi je parlais de ceux qui sont reliés à une association. Par rapport à une association, il y a ceux qui sont salariés de l'association directement, ce qu'on appelle prestataires, et ceux qui sont salariés des usagers, qui sont donc mandataires. Et ça fractionne encore plus les possibilités de travail collectif. Moi, j'en ai eu tout à fait conscience en étant formatrice, parce que j'avais affaire à des salariés en formation continue ou en formation préparant le diplôme, qui étaient dans ces statuts différents. Et en fait, quand on est salarié d'un usager, c'est très compliqué de se former. Or, les temps de formation étaient un temps possible de mise en commun de l'expérience et de prise de conscience de certaines choses, notamment du fait d'être salarié, du fait d'être des professionnels et non pas des serviteurs, des gens, comment dire, domestiques, enfin, bon, voilà. Non, j'emploie volontairement ce terme-là parce que il y a aussi une idéologie dans certaines associations qui fait que on est salarié, oui, enfin bon, mais on doit rendre service à l'association, on doit préparer des gâteaux, on doit faire des fêtes gratuitement, dehors de son temps de travail, etc., pour faire vivre l'association. Ça ne facilite pas toujours les choses. Et autre chose, c'est que les salariés sont quand il y a une volonté de formation proposée par des employeurs, c'est souvent on encourage à faire une validation d'acquis, de reconnaissance des acquis professionnels, ce qui coûte beaucoup moins cher que de faire une formation. Et quand on fait une formation, on se retrouve en groupe, et là on peut prendre conscience de certaines choses. Ça peut être dangereux par rapport à des institutions qui sont bien installées. Même pire, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît même plus la qualification. On fait des formations reconnaissance de compétences, ce qui est quand même pas une qualification. Une qualification, c'est une élévation. C'est-à-dire que quand on reconnaît une compétence, voilà, on reconnaît une compétence, sur la classification, sur les grilles de salaire, ça ne change rien. Et dans ce secteur, on est toujours sur la reconnaissance de compétences. On est capable d'avoir un suivi, patati. Mais sur la qualification, celle qui va permettre d'avancer dans son parcours professionnel, là, c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, bon, c'est pas vous je le dis, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sur les OFCA, uniformation et compagnie, le secteur, en plus, est éclaté au niveau des conventions collectives, il faut le savoir, hein. C'est compliqué, hein. Il doit y avoir normalement une convention collective qui devrait être faite sur ces différents secteurs pour essayer de les rassembler, mais il y en a qui appartiennent,
Il y a le secteur privé, il y a le secteur associatif, il y a les secteurs non lucratifs, lucratifs. Il y en a qui appartiennent carrément au commerce, qui sont considérés comme dans les conventions collectives qui rejoignent le commerce. C'est du coup les conventions collectives, elles aussi, à quel moment on se rattache entre l'auxiliaire, l'aide-soignante, l'aide à domicile. Il y a tout ça qui est derrière. C'est très compliqué quand même. Elle ne rentre pas, c'est pas la même branche professionnelle. Donc, tu vois, au niveau des statuts. Je vais vous proposer, non pas d'arrêter ce débat, parce qu'on peut le continuer pendant encore un moment, mais de le poursuivre dans la pièce à côté, dans le salon, autour d'un verre. Et puis, il y a encore plein de cakes, de gâteaux à prendre, et donc de le continuer là-bas. Autour de ce verre. Et pour ceux que ça intéresse, très bientôt, le jeudi 3, on repasse un film qui, comme par hasard, ça s'appelle Les Invisibles, même si ça n'a aucun rapport avec le sujet de ce soir, c'est sur l'homosexualité dans les années 30, c'est un film magnifique. Et donc ça, c'est dans le cycle cinéma et éducation populaire. Et on fait aussi le vendredi 11 mai, je vais dire dans un peu plus dans une quinzaine de jours, pas ici, mais à la MJC Louis Aragon de ma campagne, on passe le film sur la route d'Exarcheia sur la Grèce, les problèmes de la Grèce. Et là, je vous invite tous à venir et puis à participer. Il y a un convoi qui va partir pour la Grèce avec tout un tas d'objets. Venez le vendredi 11 à partir de 18h à la MJC Louis Aragon de ma campagne. Il y aura à partir de 18h un chanteur et à 20h le film sur la route d'Exarcheia. Et c'est un beau film et une belle soirée en perspective. Voilà, merci beaucoup.